Il était une fois une jeune femme nommée Alice Nwankwo. Âgée de 28 ans, elle travaillait comme serveuse dans le restaurant le plus chic de la ville. Si vous y pénétriez la nuit, vous auriez l'impression d'entrer dans un autre monde. La lumière était douce et chaude, comme une huile dorée. Les tables semblaient n'avoir jamais vu la poussière. Les verres étaient si transparents qu'ils paraissaient presque transparents. Toutes les quelques secondes, on entendait le doux cliquetis du cristal contre le cristal. De petits tintements fiers, comme des rires silencieux de riches. L'air embaumait les mets raffinés, les vins doux et un parfum qui persistait même après le départ des gens. Et les soirs comme celui-ci, où le service était à son comble, le personnel s'activait comme des soldats. Non par fierté, mais par peur. Ils sautaient d'une table à l'autre, le dos droit et le sourire crispé, prenant garde à ne rien renverser, à ne pas respirer trop fort, à ne pas commettre d'erreurs qui resteraient gravées dans les mémoires. Alice les suivait, mais ses mouvements étaient différents. Elle était prudente. Pas lentement, juste prudemment. Car chaque pas était douloureux. Elle était debout depuis 10 heures. 10 heures à porter des plateaux. 10 heures à se baisser et à se relever. 10 heures à sourire à des gens qui ne me souriaient pas en retour. 10 heures à entendre son nom prononcé comme si de rien n'était. Son dos la brûlait comme du bois sec, d'une façon sourde mais constante, comme si la douleur avait décidé de ne jamais s'arrêter tant qu'elle respirerait. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait s'arrêter. Sous son uniforme impeccable, son corps était épuisé. Sous son visage poli, son esprit l'était tout autant. Et ses chaussures. Ses chaussures, c'était toute une histoire. C'étaient des contrefaçons bon marché qu'elle avait achetées à un étal de rue parce qu'il lui fallait quelque chose qui ait l'air correct. De loin, elle paraissait bien, noire, simple, presque respectable. Mais à l'intérieur, elles étaient déjà abîmées. La semelle de la droite commençait à se fendre, comme une bouche qui ne pouvait rester fermée. Chaque fois qu'elle traversait la cuisine, toujours mouillée, toujours glissante, toujours imprégnée d'une odeur de savon et de chaleur, l'humidité s'infiltrait par l'ouverture. Pas assez pour tremper son pied. Juste assez pour lui rappeler à chaque fois qu'elle portait quelque chose qui tombait en ruine. C'était un détail, mais les petits incidents peuvent briser une personne à force de se répéter. Alice franchit la porte de la cuisine, un plateau à la main, et elle entendit la voix qui régnait sur la nuit. « Vance, bouge !» La voix était sèche, rapide et impatiente. Victor Adebayo, le chef d'équipe, se tenait près de la station-service, observant tout d'un œil vigilant, comme un faucon qui considérait toute erreur comme une faute. Victor ne parlait pas comme les autres. Ses paroles sonnaient comme des ordres. La table 3 exigeait que ses plats soient coupés devant elle. Il se plaignait que la serveuse précédente s'y prenait comme si elle coupait du bois. Il tourna légèrement la tête, son regard parcourant à nouveau les environs. Et la table 5 se plaint que la garniture est trop fine, comme si on les nourrissait de notre poche. Sa bouche se crispa de colère, mais ce n'était pas contre les clients. C'était contre le personnel, car leurs plaintes leur tombaient dessus comme des pierres. Alice s'approcha, les bras fermes malgré une sensation de faiblesse dans les reins. « Oui, monsieur », dit-elle doucement. Sa voix était assurée, non pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle avait appris que dans un endroit pareil, si l'on trahissait sa fatigue, on s'en servait contre soi. Victor la regarda rapidement, non pas comme on regarde un être humain, mais comme on vérifie un outil. « Ne perdez pas de temps, » dit-il. « Oui, monsieur », répéta Alice. Elle se détourna et reprit son chemin, veillant à ce que le plateau ne tremble pas, veillant à ce que la douleur à ses pieds ne se lise pas sur son visage. Autour d'elle, des rires flottaient au-dessus des tables. Une douce musique se faisait entendre. On parlait d'argent comme s'il était inépuisable, comme s'il ne s'épuiserait jamais. Mais Alice n'entendait pas vraiment leurs paroles. Elle n'entendait que les battements de son cœur et le bruit sourd et désagréable de sa semelle qui s'enfonçait à nouveau sur le sol mouillé. Et elle continua à marcher. Car quand on est pauvre, on apprend très tôt que la douleur n'arrête pas les factures. Elle vous poursuit seulement pendant que vous travaillez. Elle sortit de la cuisine et retourna dans la salle à manger, et le bruit l'enveloppa comme une vague. Les verres tintaient, les couverts tapotaient les assiettes. Des rires étouffés montaient et descendaient comme une douce musique. Les riches invités étaient confortablement installés, adossés à leur siège, parlant lentement, comme si le temps leur appartenait. Alice passait entre leurs tables, un plateau en équilibre sur la paume de sa main, les épaules tendues, le visage impassible. Et, au fil de ses déplacements, elle remarqua la même chose que chaque soir. Ils ne la regardaient pas. Pas vraiment. Certains la traversaient du regard, comme on regarde à travers une vitre quand on est plus intéressé par ce qui se passe dehors. Pour eux, elle n'était pas une personne. Elle était un plateau ambulant,
Une main qui apportait de la nourriture, un corps qui débarrassait les assiettes, une voix qui souhaitait de bonsoir et un bon appétit, puis disparaissait. Une femme en longue robe tourna légèrement la tête, non pour saluer Alice, mais pour éviter de la frôler à son passage. Le regard de la femme n'exprimait aucune excuse. C'était la même expression que celle qu'on adopte lorsqu'on s'éloigne d'un mur mouillé. Un homme leva l'index sans lever les yeux. Chut! Alice s'arrêta à côté de lui, un sourire poli déjà aux lèvres. Il ne prononça pas son nom. Il ne lui a pas demandé son nom. Il n'a même pas essayé. Toi là, a-t-il dit, toujours les yeux rivés sur son téléphone. Dites-leur d'apporter plus de serviettes. Oui, monsieur, répondit Alice. Une autre table appela, ma fille. Le mot la frappa comme une gifle, même s'il avait été prononcé sur un ton désinvolte, comme si de rien n'était. Elle avait 28 ans, ce n'était plus une enfant. Ses dettes étaient plus anciennes que certains mariages. Mais elle se retourna tout de même, car elle avait besoin de ce travail. Oui, maman, dit-elle, car maman était plus rassurant que le silence. Alors qu'elle se penchait légèrement pour poser une assiette, un léger mouvement de sa tête capta la lumière, et pendant une seconde, la cicatrice près de son œil devint visible. C'était une petite cicatrice, près du coin de l'œil gauche. Une fine ligne qui semblait cicatrisée, mais qui n'avait jamais vraiment disparu. Elle datait d'un jour, 2 mois auparavant, où elle s'était évanouie d'épuisement dans la cuisine. Elle était restée debout trop longtemps, mangeait trop peu, travaillait trop. Son corps a fini par lâcher prise. En tombant, son visage a heurté l'angle vif d'une table de préparation. Elle se réveilla sur le sol froid, la tête qui tournait, la joue en feu, et la voix de Victor au-dessus d'elle. « Lève-toi, ne nous fais pas honte. » Pas de « ça va ?» Non, laisse-moi appeler quelqu'un. Juste, lève-toi. Même maintenant, lorsqu'Alice touchait cette cicatrice du bout des doigts dans le calme de sa chambre. Cela lui rappelait quelque chose qu'elle refusait d'admettre, qu'elle se brisait lentement. Mais elle continuait d'avancer. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de l'argent qui allait avec, même s'il était modeste. Elle en avait besoin, car des choses l'attendaient hors de ce salon, des choses concrètes, pesantes, qui se moquaient bien de savoir si elle avait mal aux pieds ou au dos. Et tandis qu'elle passait d'une table à l'autre, débarrassant les assiettes vides et disposant les couverts propres, elle sentit une oppression lui serrer la poitrine. Pas vraiment de la colère, juste de la fatigue. Ce genre de choses arrive quand les gens refusent de vous voir comme il faut. Elle en avait marre d'être une fille. Marre des « et, toi ». J'en ai assez de vous voir. J'en ai assez d'être si près des gens que je peux sentir leur parfum et leur vin cher, et pourtant d'être traitée comme si je n'avais pas de nom. Sur son badge, il était écrit Alice en lettres capitales. Mais la plupart des nuits, elle avait l'impression que c'était invisible aussi. Alice s'efforçait de garder un visage impassible. Elle s'efforçait de garder une voix douce. Elle prit un autre plateau. Et elle continua son chemin. Car dans son monde, même la dignité était quelque chose qu'il fallait remettre à plus tard, jusqu'à ce qu'on puisse se le permettre. Mais tandis qu'elle marchait, un poids pesait sur son esprit. Ce n'était pas la nourriture. Ce n'étaient pas les plateaux. Un souvenir. Il est revenu doucement. Comme reviennent souvent les vieilles douleurs. Pas avec du bruit. Juste avec du poids. Car la vérité était simple. Elle n'a pas toujours été là. Il y a 2 ans, si on lui avait dit qu'elle passerait 10 heures par jour debout dans un restaurant, à sourire à des inconnus qui l'appelaient ma fille, elle aurait ri. Non pas qu'elle ait trouvé la vie facile. Mais parce qu'elle avait des projets. De vrais projets. Il y a 2 ans, Alice Nwankwo était boursière. Pas le genre de choses qu'on dit pour se donner de l'importance. Elle était du genre à rester éveillée la nuit à lire, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que son esprit refusait de se reposer dès qu'il rencontrait un sujet intéressant. Elle étudiait la linguistique. Les mots. Le langage. La façon dont les gens parlaient. La façon dont les gens étaient traités dépendait de leur façon de parler. Et elle excellait dans ce domaine. Tellement qu'elle a obtenu une bourse prestigieuse. C'était le genre de bourse qui ne s'obtient pas facilement. Celle qui suscite des félicitations comme après une victoire électorale. C'était son opportunité de voyager, de découvrir le monde, d'étudier dans des classes où personne ne se moquait de son accent, de rencontrer des gens qui, comme elle, adoraient réfléchir, des gens qui ne la regarderaient pas comme une étrangère parce qu'elle aimait les livres. Pour la première fois, Alice eut l'impression que sa vie allait s'ouvrir. Comme si une porte se déverrouillait enfin. Elle se souvenait parfaitement de ce jour. Elle était assise dans le petit bureau de sa supérieure, le docteur Grace Hayes, une femme qui ne mâchait pas ses mots. Le docteur Hayes contempla longuement sa proposition imprimée. Le silence régnait dans la pièce, hormis le léger bruissement du papier sous ses doigts.
Le cœur d'Alice battait la chamade. Puis le docteur Hez leva les yeux et dit lentement, comme si elle pesait chaque mot avant de le prononcer, « Alice, ce travail est exceptionnel. » Alice retint son souffle. Le docteur Hez hocha la tête. « C'est authentique, et vous sortez des sentiers battus. » Ces mots enveloppèrent Alice d'une douce chaleur. Car les éloges du docteur Hez n'étaient pas chose facile. Le docteur Hez n'était pas du genre à applaudir simplement pour vous encourager. Si elle vous complimentait, c'est que vous le méritiez. Les recherches d'Alice ne portaient pas uniquement sur la grammaire et l'orthographe. Elles portaient sur le pouvoir. Il était question du Nigeria. De la façon dont les gens étaient traités selon leur façon de parler. De la façon dont certains étaient moqués en public parce que leur anglais n'était pas parfait. Il s'agit de la façon dont une personne peut entrer dans un bureau, parler avec un fort accent villageois, et se faire soudainement mépriser par tous, même si elle est intelligente. Il s'agit de la façon dont un enfant peut grandir en parlant une langue à la maison, puis commencer à en avoir honte parce que l'école lui a appris que seul l'anglais sonnait comme une langue cultivée. Il s'agit de la façon dont certaines langues locales disparaissent lentement de certains foyers, non pas parce que ces langues sont inutiles, mais parce que les gens ont peur que leurs enfants soient jugés. Alice a écrit sur la façon dont nous utilisions le langage comme une arme au Nigeria. Comment nous l'utilisions pour nous diviser. Comment nous l'utilisions pour décider qui était intelligent et qui ne l'était pas. Comment la voix d'une personne pouvait déterminer si elle obtenait le respect, un emploi, ou même une simple marque de gentillesse. Elle a écrit sur la façon dont les dialectes au sein d'une même langue étaient moqués. Comment certaines personnes modifiaient leur façon de parler pour survivre. Année après année, les communautés ont peu à peu perdu une part d'elles-mêmes, non par la guerre, mais par la honte. Et lorsqu'elle a obtenu sa bourse, Alice a eu l'impression que le monde entier la comprenait enfin. Que sa voix comptait. Qu'elle avait de l'importance, qu'elle n'était pas qu'une simple enfant. Ce jour-là, elle n'a même pas attendu de rentrer chez elle. Elle se tenait devant le bâtiment du département, le courriel concernant la bourse ouvert sur son téléphone, les mains tremblantes. Puis elle appela son père. Monsieur Nwankwo. Son père était un homme discret, du genre à travailler dur sans trop parler, à porter ses fardeaux en silence pour que ses proches ne les ressentent pas. Il décrocha pour la deuxième fois. « Alice », dit-il d'une voix déjà prudente, comme s'il attendait à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. « Papa », murmura-t-elle, la gorge serrée. « Ça y est. » Il y eut un silence, puis un autre. « Qu'est-ce qui est arrivé ?» demanda-t-il, bien que sa voix ait déjà changé, déjà pleine d'espoir. « La bourse », dit Alice, et sa voix se brisa. « Papa, je l'ai eue. » De l'autre côté du fil, le silence retomba. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était le genre de silence qui survient lorsqu'un homme adulte se retient de pleurer. Puis elle l'entendit. Un souffle faible et tremblant, puis la voix de son père, chargée d'émotion. « Ma brillante fille, » dit-il. Alice déglutit difficilement. « Papa, je le savais, » dit monsieur Nwankwo, et maintenant il pleurait à chaudes larmes. Il ne cherchait même plus à le cacher. Je savais que Dieu ne laisserait pas ton intelligence se perdre. Alice restait là, les larmes ruisselant sur son visage, serrant le téléphone contre elle comme si elle pouvait y retenir son amour. Son père continuait de parler entre deux sanglots. « Ma brillante fille, » répéta-t-il. « Tu iras loin. Tu verras le monde. Tu rencontreras des gens qui te ressemblent. Tu ne souffriras pas comme moi. » Et à cet instant, Alice le crut. Elle croyait laisser ce genre de vie derrière elle pour toujours. Elle ignorait encore que la vie peut basculer en un instant. Parfois, en un simple coup de fil. Parfois, en une seule nuit. Cela arrivait quand tout semblait encore radieux. Quand Alice avait encore cette lettre de bourse en tête, comme une chanson qui refusait de s'arrêter, elle avait déjà commencé à faire des plans. Que faut-il emporter? Quel livre? À qui envoyer un message? Comment préparer son esprit à un monde nouveau? Même la voix de son père était différente à cette époque. Plus légère. J'avais de l'espoir. Puis, un soir, le téléphone a sonné. Il était tard. Un retard qui vous fait sursauter avant même de décrocher. Alice fixa l'écran et vit un numéro inconnu. Elle répondit aussitôt. « Allô ?» Une voix de femme parvint à nos oreilles, tremblante et précipitée. « Alice? Est-ce Alice Nwankwo ? » « Oui, qui est à l'appareil ? » « C'est Madame Ahmed, du chantier de votre père, » dit la femme, essoufflée comme si elle avait couru. « Ma chérie, ne criez pas, ne paniquez pas, mais ton père. » Il s'est effondré. Le corps d'Alice s'est glacé. Elle s'est effondrée. « Que voulez-vous dire par s'est effondré ?» demanda-t-elle, déjà debout, déjà en mouvement sans savoir où elle allait. « Il est juste tombé, » dit Madame Ahmed. Il travaillait une minute, et la minute suivante, il était par terre.
Ils l'ont portée. Ils l'emmènent à l'hôpital. Alice a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti tout de suite. Puis elle a réussi à articuler ces mots. « Quel hôpital ?» lui a demandé Madame Ahmed. Alice n'a même pas raccroché correctement. Sa main tremblait tellement que le téléphone a failli lui glisser. Elle est restée immobile une seconde, la pièce tournant autour d'elle. Puis elle a bougé. Vite. Elle attrapa son sac, son chargeur de téléphone, tout ce qui lui tombait sous la main. Elle ne pensa même pas au maquillage. Elle ne pensait pas aux vêtements. Elle ne pensait à rien d'autre qu'à une seule chose. Son père ne devait pas mourir. En chemin, elle appela sa mère. Madame Nwankwo, celle qu'il avait élevée avec une main sévère et un regard fatigué. Sa mère n'avait pas toujours été ainsi. Avant, elle était forte, extravertie, pleine d'énergie. Mais la vie lui avait pris sa part. Des années plus tôt, après la mort du jeune frère d'Alice, emporté par une maladie qu'il n'avait pas les moyens de soigner correctement, quelque chose avait changé chez sa mère. Elle devint plus silencieuse, plus prudente, comme quelqu'un qui avait appris que la joie pouvait être punie. Elle vivait toujours chez Monsieur Nwankwo, continuait de cuisiner, de faire le ménage et de faire un peu de commerce quand elle le pouvait. Mais son cœur semblait toujours rempli de peur. Alors, quand Alice l'appela ce soir-là, sa mère décrocha, la panique déjà palpable dans sa voix. « Alice, qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ?» « Papa s'est effondré, » dit Alice d'une voix brisée. « Il l'emmène à l'hôpital. » On sentit une respiration saccadée au bout du fil. Alors sa mère se mit à pleurer. « Jésus, Jésus » répétait-elle sans cesse, comme si cela pouvait empêcher ce qui allait arriver. Alice se surprit à supplier malgré elle. « Maman, s'il te plaît, rejoins-moi là-bas. »« J'arrive » dit sa mère rapidement. « J'arrive tout de suite. » Quand Alice est arrivée à l'hôpital, l'air était lourd dans la salle des urgences. Lumière vive. Pas rapide. Des gens assis sur des bancs, le visage fatigué. Une odeur de sueur, d'antiseptique et de peur. Elle vit d'abord sa mère, debout, son pagne serré dans ses mains, les yeux rouges, les mains tremblantes. « Alice » murmura sa mère, comme si parler plus fort ne ferait qu'empirer les choses. « Où est-il » demanda Alice, déjà en larmes. Ils la conduisirent jusqu'à une porte. Elle vit son père sur un lit. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard était perdu au loin. Un coin de sa bouche était légèrement affaissé. Son bras gauche était étrangement immobile, comme s'il ne lui appartenait pas. Son élocution était indistincte. Lorsqu'il tenta de prononcer son nom, les mots sortirent lentement, hachés. « Lit ». Alice lui prit la main droite et se mit à trembler. « Papa, je suis là » dit-elle en forçant sa voix. « Je suis là. » Le médecin est sorti peu après, calme mais pas aimable. Pas cruel non plus. Il était tout simplement épuisé. Comme quelqu'un qui aurait répété la même chose trop souvent. Il a fait un AVC, a dit le médecin. Alice avait un mal de tête. Un AVC ? Répéta-t-elle. Le médecin acquiesça. Le côté gauche est touché. La parole peut également être affectée. Nous ferons tout notre possible, mais la guérison est incertaine. Il a besoin de soins appropriés, de médicaments et de thérapie. Alice déglutit difficilement. Combien ? demanda-t-elle, avant même d'avoir pleinement compris le diagnostic. Le médecin la regarda, puis détourna le regard. Vous devez d'abord payer, dit-il, comme si c'était la chose la plus banale au monde. Alice cligna des yeux. Le paiement d'abord ? Oui, dit-il. Apportez l'argent d'abord. Alice sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Mais il est allongé là, dit-elle d'une voix forte. Il vient de s'effondrer. Vous ne pouvez pas. Le visage du médecin resta impassible. Madame, je comprends, dit-il, mais sa voix ne trahissait aucune compréhension. C'est ainsi que cela se passe. Cette nuit-là, Alice apprit une fois de plus une dure réalité nigériane. Dans bien des endroits, la maladie n'est pas seulement une question de corps. Elle est aussi une question d'argent. Si vous n'en avez pas, vous mendiez. Si on ne sait pas bien demander, on perd. Il réclamait de l'argent pour les examens, les médicaments, les scanners, l'hospitalisation, l'oxygène. Chaque fois qu'Alice pensait avoir payé, une autre facture arrivait. Une autre liste. Un autre montant. Payer avant le traitement. Acheter les médicaments à l'extérieur. Prévoyez l'argent pour la physiothérapie. Prévoyez l'argent pour les soins infirmiers. Apporte de l'argent pour celui-ci. Apporte de l'argent pour celui-là. Et son père était toujours allongé là, essayant de respirer correctement, essayant de bouger une main qui ne bougeait pas. Alice ne dormait pas. Elle ne tenait même pas en place.
Elle restait debout dans un coin à passer des appels, appeler des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des années, de vieux amis, des tantes qui aimaient bavarder, des camarades de classe, bref, n'importe qui capable de lui envoyer quelque chose. Certaines personnes ont promis de payer et n'ont rien envoyé. D'autres ont envoyé de petites sommes et se sont excusées. D'autres encore n'ont tout simplement pas donné suite. La mère d'Alice était assise sur un banc, les doigts joints, murmurant des prières comme si sa vie en dépendait. À un moment donné, elle prit la main d'Alice et dit doucement « Nous ne le perdrons pas. Nous ne pouvons pas le perdre. » Alice hocha la tête en essuyant ses larmes. Car même si elle avait peur, elle refusait d'accepter la mort. Pas celle de son père. Pas l'homme qui pleurait et l'appelait « ma brillante fille ». Elle a utilisé l'argent de sa bourse. L'argent destiné aux billets d'avion, aux livres, à une nouvelle vie. Elle a vu cet argent disparaître sous les factures d'hôpital. Un paiement. Puis un autre. Puis une autre. Elle a vendu ce qu'elle a pu. Son petit ordinateur portable. Sa montre-bracelet. La chaîne en or que sa mère avait conservée pendant des années, en cas d'urgence. Et c'était l'urgence. Elle a emprunté de l'argent. À ses voisins. Aux femmes de l'église. Un professeur s'est souvenu d'elle et a eu pitié. Malgré tout, ce n'était jamais suffisant. Car la maladie fait vite disparaître l'argent. Et le pire, ce n'était même pas les factures. Le pire, c'était de voir son père souffrir. De le voir essayer de parler et échouer. Elle le regardait essayer de lever la main gauche, en vain. Elle voyait son regard se poser sur elle, comme s'il voulait dire « Je suis désolée que ma maladie te gâche la vie ». Alice lui serrait la main droite et murmurait « Ne pense pas comme ça. » Rester en vie, tout simplement. Car c'était devenu sa nouvelle prière. Plus les études. Pas les voyages. Pas le monde. Juste ça. Laisser mon père vivre. Et elle le pensait de tout son cœur. Mais les prières ne paient pas les factures. Le temps passait. L'hôpital continuait de compter les jours. Et l'argent continuait d'affluer. Alice a donc fait ce qu'elle devait faire. Elle a accepté le travail. De retour au présent, sa vie était bien différente de celle qu'elle avait imaginée. Elle vivait dans un minuscule logement d'une seule pièce. Une de ces maisons où les pièces se font face. Un long bâtiment avec de nombreuses pièces alignées comme des boîtes d'allumettes. Un étroit passage au milieu. Des portes face à face. Ouvrir sa porte, c'était ouvrir sa porte sur la vie de quelqu'un d'autre. On entendait tout. Quelqu'un qui faisait frire des poivrons. Quelqu'un qui se disputait avec son conjoint. Un bébé qui pleure. Quelqu'un qui tousse toute la nuit. Inutile de demander comment vont vos voisins. Leurs problèmes entraient d'eux-mêmes dans votre chambre. Il y avait généralement une salle de bain commune au bout du couloir. Un robinet commun à l'extérieur. Un seau commun que quelqu'un oubliait toujours de rendre. L'intimité était une illusion, pas une réalité. La chambre d'Alice était petite. Un mince matelas posé à même le sol. Une armoire en plastique penchée d'un côté. Un ventilateur sur pied qui semblait souffrir lui aussi. Une petite table près du mur, servant à la fois de plan de travail, de bureau et de tout le reste. C'est là que se trouvait désormais sa vie. Sur cette table, il y avait une enveloppe. Rien d'extraordinaire. Juste une vieille enveloppe brune, comme celle qu'on utilise pour les documents. Alice avait écrit dessus elle-même au feutre noir. De l'argent pour papa. L'écriture était en gras car elle avait besoin de la voir tous les jours. Ainsi, elle n'oublierait pas pourquoi elle souffrait. Ainsi, elle ne dépenserait pas l'argent pour autre chose et ne le regretterait pas plus tard. L'enveloppe contenait une petite somme. Pas de quoi se reposer. À peine de quoi respirer. Juste un peu d'air qu'elle avait économisé de l'humiliation. De ses journées de travail de 10 heures. À cause des sourires forcés. À cause des personnes plus jeunes qui l'appelaient fille. À cause de la station debout prolongée jusqu'à ce que ses jambes soient engourdies. À peine de quoi se payer une semaine de traitement. Une semaine. C'est ainsi que sa vie se mesurait désormais. Pas en mois. Pas en années. En semaines. Parfois, en quelques jours. Parce que son père était encore à l'hôpital. Toujours là-bas. On continuait à se battre. Et les médecins ne faisaient pas de charité. La vérité était simple et brutale. Si les paiements s'arrêtaient, le traitement s'arrêterait. Si le traitement s'arrêtait, l'espoir de guérison de son père pourrait disparaître. Il y avait des hôpitaux où l'on vous regardait et où l'on vous le disait sans gêne. Si vous ne pouvez pas payer, ramenez-le chez vous. Comme si un malade était un sac de riz. Comme si l'espoir pouvait tenir dans un sac en plastique. Alice se souvenait encore très bien de cette peur. La peur que son père soit mis à la porte faute d'argent. Alors elle travaillait.
Tous les jours. Même quand son dos la brûlait. Même quand ses chaussures se déchiraient au niveau de la semelle. Même lorsqu'elle se réveillait encore épuisée, elle pensait que ce travail était temporaire. Elle se disait, je vais faire ça quelques mois. Dès que papa ira mieux, je reprendrai ma vie. Mais les mois se sont transformés en un an. Un an en presque 2. Au lieu de s'améliorer, tout a commencé à ressembler à un piège. Car elle n'épargnait pas vraiment. Elle ne construisait pas. Elle survivait à peine. Elle économisait difficilement. Elle survivait à peine. L'argent lui entra dans la main, et avant même qu'elle ait pu reprendre son souffle, il lui en échappa. Factures. Transport. Hôpital. Médicaments. Thérapie. De la nourriture. Encore. Et encore. Parfois, rentrant tard du travail, elle s'asseyait sur le matelas dans le noir et fixait cette enveloppe. Non pas qu'elle lui plaisait, mais parce que c'était la seule preuve que sa souffrance avait un sens. Puis, lentement, de ses doigts fatigués, elle comptait l'argent. Et chaque fois qu'elle comptait les places, la même pensée lui revenait en mémoire, silencieuse mais pesante. Mon Dieu, faites que cela suffise à le maintenir là-bas. Car si son père perdait cette place à l'hôpital, il risquait de tout perdre. Et Alice le savait. C'est pourquoi elle s'est réveillée le lendemain. C'est pourquoi elle a remis son uniforme. C'est pourquoi elle continuait de sourire à ceux qui ne la voyaient pas. Car il existe des choses qui permettent à une personne de tout endurer. Et pour Alice Nwankwo, cette chose était simple. Il ne fallait pas renvoyer son père. C'est pourquoi elle s'est réveillée le lendemain. C'est pourquoi elle a remis son uniforme. C'est pourquoi elle continuait de sourire à ceux qui ne la voyaient pas. Ce soir-là, le salon était de nouveau plein à craquer. Tellement plein que l'atmosphère y était pesante. Le genre de repas copieux qui rendait les plateaux plus lourds. Alice venait de finir de déposer les assiettes à une table lorsqu'elle entendit de nouveau la voix de Victor. Mais cette fois, elle n'était pas aussi aiguë. L'atmosphère était tendue. De la tension qui s'installe lorsqu'une personne importante entre dans la pièce. Alice, appelait-il, et pour une fois, il utilisa son nom. « Viens ici. » Alice s'approcha rapidement de lui, prenant soin de ne pas laisser paraître sa fatigue. Victor Adebayo se tenait près de la tribune, la cravate bien droite, le visage crispé. Il était le chef de salle, la quarantaine, toujours légèrement parfumé, se comportant comme si le salon était son royaume. Pour lui, les erreurs étaient des péchés, et le personnel, les plus faciles à punir. Il se pencha vers Alice, baissant la voix comme s'il lui confiait un secret. « Table 7, dit-il. Vous vous en occuperez personnellement. » Alice acquiesça aussitôt. « D'accord, monsieur. » Victor plissa les yeux. « Je suis sérieux, » dit-il. Pas d'erreur, pas d'attitude désagréable, pas de drame. L'estomac d'Alice se noua. « Oui, monsieur. » Victor regarda par-dessus son épaule vers l'entrée, puis la regarda de nouveau. « Ce ne sont pas des riches ordinaires, » ajouta-t-il d'une voix tendue. « Il s'agit de sommes considérables. » Une somme considérable. Pour Victor, ces mots ne signifiaient qu'une chose. Si quelque chose tourne mal, c'est vous qui en paierez les conséquences. Avant qu'Alice n'ait pu poser une autre question, un jeune homme mince apparut à côté d'elle, trépignant d'impatience. « À la table 7, » murmura-t-il. Il s'agissait de Toby O'Keefe, 19 ans, nouvel employé, arborant encore ce regard candide de quelqu'un qui croyait que le monde était juste à condition de travailler dur. Il travaillait comme commis, remplissant les verres d'eau, débarrassant les assiettes, faisant de petites courses. Il adorait écouter les conversations des riches, comme si c'était un divertissement gratuit. Son visage rayonnait, comme s'il venait de croiser une célébrité. « Alice » murmura-t-il de nouveau plus près. « Sais-tu qui vient d'entrer » Alice garda les yeux fixés droit devant elle. « Qui » Toby déglutit. « C'est lui. »« Lui qui » La voix de Toby baissa jusqu'à un murmure dramatique, comme si les murs écoutaient. « William Adeyemi. » Alice cligna des yeux. Ce nom n'avait rien d'étrange. Même les plus pauvres entendaient certains noms. William Adeyemi était de ces noms qui circulaient comme l'actualité, toujours à la une, toujours associés à de grosses transactions, de grands immeubles et de grosses sommes d'argent. Toby se pencha encore plus, presque en frémissement. « Cet homme est un milliardaire, murmura-t-il, un vrai, toujours sous les feux des projecteurs, un homme important qui réussit brillamment. » La façon dont il l'a dit donnait l'impression d'un titre élogieux. Alice ne répondit pas, non pas qu'elle ne le croyait pas, mais parce que, milliardaire ou pas, cela restait un client. Et elle avait appris que les riches pouvaient être d'une grande bonté ou d'une extrême gentillesse. Parfois, on ne savait rien avant qu'il n'ouvre la bouche. Alors qu'Alice se dirigeait vers le comptoir pour préparer les menus de la table 7,
une autre femme lui toucha brièvement le bras. Alice. C'était Sandra Ibrahim, la barmaid. Sandra avait une trentaine d'années, était mince et avait un regard perçant. Son visage, serein, semblait avoir trop vu et appris à ne pas paniquer. Elle avait suffisamment travaillé dans des endroits comme celui-ci pour comprendre les gens. Elle pressentait les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Sa voix était basse. « Fais attention, Alice », dit Sandra. Alice s'arrêta. « Pourquoi ?» Sandra jeta un coup d'œil vers l'entrée, puis de nouveau vers Alice. « Il n'est pas venu seul, dit-elle. » Alice sentit sa poitrine se serrer. Qui était venu avec lui? Les lèvres de Sandra se pincèrent avant qu'elle ne prononce le nom, comme s'il avait un goût amer. Cynthia Maduka. Alice ne connaissait pas personnellement cette femme, mais la façon dont Sandra prononça son nom lui en dit long. Sandra poursuivit d'une voix calme et posée, « Cette femme est arrogante. Elle se comporte comme si tout le monde lui était inférieur. » Les doigts d'Alice se crispèrent légèrement sur le dossier du menu. Sandra se pencha plus près. « Elle était déjà venue ici, » ajouta-t-elle. Elle refusait les plats comme si elle goûtait du poison, insultait le restaurant comme s'il s'agissait d'un bouge. Elle parlait aux serveurs comme s'ils n'étaient pas des êtres humains, comme des esclaves achetés au marché. Alice sentit une chaleur lui monter au ventre, non pas de surprise, mais parce qu'elle comprenait. Certains n'avaient pas besoin de frapper pour blesser. Ils utilisaient les mots. Ils ont utilisé l'argent. Ils ont utilisé ta position. Sandra serra doucement le bras d'Alice, comme un avertissement et un réconfort à la fois. « Fais ton travail, dit-elle. Ne te laisse pas entraîner dans quoi que ce soit. » Alice acquiesça lentement. « D'accord. » Alors qu'Alice se retournait pour partir, elle passa devant les portes de la cuisine et aperçut le chef cuisinier. Le chef Mike Agei. Un homme trapu d'une quarantaine d'années, rasé de près, toujours sérieux. Il dirigeait la cuisine d'une main de fer, pour qui la nourriture était une question de dignité. Le personnel le craignait, mais le respectait aussi pour son équité. Strict, mais juste. Ce soir-là, le chef Mike s'était légèrement écarté de la cuisine, sa veste de chef brillant sous la lumière. Il regardait vers la salle à manger et s'était immobilisé. Sa main reposait sur le chambranle de la porte. Son visage était crispé. Ses yeux restaient immobiles. C'était le regard d'un homme qui pressentait le danger de loin. Alice suivit son regard et les vit. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, s'avançait d'un pas lent et assuré. À côté de lui, une femme vêtue avec une élégance ostentatoire, le menton légèrement relevé comme si la salle devait être reconnaissante de sa présence. Avant même que Cynthia Maduka n'ait prononcé un mot, Alice le sentait. Cette table ne serait pas comme les autres. Et l'avertissement de Victor résonna de nouveau dans son esprit. Table 7. Occupez-vous-en personnellement. Pas d'erreur. Alice prit une lente inspiration. Puis elle se dirigea vers la table 7, les menus à la main et un sourire figé, serein en apparence, mais prudent en réalité, comme une personne entrant dans un lieu où un faux pas pourrait tout lui coûter. À mesure qu'elle s'approchait, elle sentait les regards se tourner vers elle. Pas tous, mais suffisamment. La table était imposante, d'un poids tel qu'il incitait les autres à baisser la voix sans qu'ils sachent pourquoi. Alice s'approcha de la table et s'arrêta à la distance voulue, comme on le lui avait appris. Elle déposa délicatement les menus, un devant l'homme, l'autre devant la femme. Son sourire resta imperturbable, professionnel et calme. « Bonsoir, dit-elle. Bienvenue. Je m'appelle Alice. Je m'occuperai de vous ce soir. » L'homme a à peine bougé. William Adeyemi était assis avec l'assurance d'un homme à qui l'on n'avait jamais dit non. Le dos droit, les épaules détendues, un bras posé sur la table comme si elle lui appartenait. Ses yeux se déplaçaient lentement, sans précipitation, sans curiosité, simplement avec assurance. Il ne souriait pas, mais il n'en avait pas besoin. Il dégageait sa confiance comme certains portent du parfum. À côté de lui était assise Cynthia Maduka. Sandra avait raison. Cynthia était habillée comme si elle avait de l'argent et de la fierté. Sa robe avait une allure luxueuse, d'une manière discrète et envoûtante. Un tissu lisse qui captait la lumière à chacun de ses mouvements. Des bijoux discrets qui attiraient pourtant tous les regards. Son maquillage était impeccable. Ses cheveux étaient soignés, parfaitement coiffés. Elle affichait une assurance rayonnante, mais une assurance maîtrisée, celle qui disait « Je n'élèverai pas la voix, car ce n'est pas nécessaire ». Tandis qu'Alice restait là, le regard de Cynthia la parcourut. Lentement. Pas comme un simple coup d'œil, comme une inspection. Son regard se posa d'abord sur l'étiquette d'Alice. Alice. Puis ses yeux glissèrent vers le bas, jusqu'à ses chaussures. Ses contrefaçons noires bon marché qui essayaient de se donner un air respectable.
Ces mêmes chaussures qui se déchiraient déjà en dessous. Les lèvres de Cynthia esquissèrent un sourire. Pas un sourire chaleureux. Un petit sourire, comme si quelqu'un venait de trouver quelque chose avec quoi s'amuser. Alice garda un visage impassible. Elle ne baissa pas les yeux. Elle ne bougea pas. Elle avait appris que si l'on laissait transparaître sa honte, les autres ne feraient que l'exacerber. Pourtant, son dos la brûlait tandis qu'elle restait là, immobile. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses chaussures déchirées, et elle sentait le regard de Cynthia comme un doigt qui enfonce un bleu. Alice ouvrit de nouveau la bouche, en gardant une voix calme. « Puis-je vous proposer quelque chose pour commencer ? Nous avons des produits frais. » Cynthia l'interrompit aussitôt, sa voix douce comme du sucre. « Oh, ne vous inquiétez pas, dit-elle avec un rire clair et poli. Prenez votre temps. » Alice marqua une légère pause, puis hocha la tête. « Oui, maman. » Cynthia leva la main, toujours souriante. « Et s'il vous plaît, poursuivit-elle d'un ton doux, presque amical, essayez de ne pas trop trembler quand vous portez des choses, d'accord ? Ces mots tombèrent en douceur. Mais ils n'étaient pas doux. C'étaient des insultes déguisées en conseils. Des insultes auxquelles on ne pouvait répondre sans passer pour le problème. Alice garda le sourire, mais ses traits se crispèrent. « Oui, maman, » dit-elle doucement. Le regard de Cynthia se porta de nouveau sur l'étiquette, comme pour se rappeler qu'Alice avait un nom, mais qu'elle ne l'utiliserait pas. Puis elle se pencha légèrement en arrière et ajouta, toujours avec cette même fausse douceur. « Vous travaillez tellement dur. Parfois je me demande comment vous faites pour rester debout toute la journée comme ça. » Elle jeta un nouveau coup d'œil aux chaussures d'Alice et laissa échapper un petit rire. « Ça doit être très éprouvant. » William ne dit rien. Il resta assis là, à regarder le menu comme si de rien n'était. Comme si Alice n'était qu'un élément du décor. Alice sentit une chaleur lui monter à la poitrine, non pas une colère féroce, mais cette douce piqûre qu'on ressent quand quelqu'un tente de vous rabaisser en public. Elle ravala sa salive. Car elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin que son père reste à l'hôpital. Alice hocha donc légèrement la tête, comme si elle n'avait pas perçu l'insulte dissimulée derrière son sourire. « Oui, maman » répéta-t-elle. Puis elle ouvrit délicatement le menu et commença, calmement, comme si sa voix était protégée par un bouclier. Nos suggestions du jour. Alice parlait, encore quand Cynthia releva la main, comme si la voix d'Alice n'était plus qu'un bruit de fond. Le sourire de Cynthia demeurait éclatant et doux. Mais son regard était perçant. « En fait, » dit Cynthia en se tournant légèrement sur sa chaise, « je vais commander en premier. » Alice s'acquiesça poliment. « Oui, maman. » Cynthia jeta un coup d'œil au menu pendant 2 secondes à peine, juste le temps de lire correctement quoi que ce soit. Puis elle leva les yeux vers Alice et commença à parler. Mais ce n'était pas de l'anglais. Et ce n'était même pas le genre de langue étrangère que l'on utilise couramment. Ça sonnait vieux, étrange, difficile. Un langage qui n'avait pas sa place dans une conversation normale. Les mots sortirent lentement de la bouche de Cynthia avec assurance, comme si elle lisait un livre secret. Alice se figea un instant. Non pas qu'elle ne comprenne pas ce que Cynthia disait, mais parce qu'elle comprenait parfaitement pourquoi Cynthia disait cela. Ce n'était pas un ordre normal. C'était une mise en scène. Un spectacle. Un piège déguisé en discours impeccable. Cynthia reprit la parole, toujours dans ce même dialecte étranger si rare, puis s'arrêta. Elle se laissa aller en arrière sur sa chaise, comme si elle venait d'accomplir quelque chose d'impressionnant. Et elle regarda Alice avec cette même fausse douceur, attendant. Attendant la confusion. Ils attendaient le moment embarrassant. Ils attendaient qu'Alice bafouille et s'enfuit. Autour d'eux, la salle à manger commença à se transformer. Au début, cela s'est passé discrètement. Une femme à la table voisine s'est interrompue au milieu d'une phrase. Un homme qui riait trop fort a soudainement baissé la voix. Quelqu'un tourna légèrement la tête. Pas complètement. Juste assez pour écouter. Parce que les riches adorent les drames, surtout quand ils impliquent quelqu'un de leur rang. Alice le sentait. L'atmosphère autour de la table s'était alourdie, comme si la pièce retenait son souffle. Au comptoir d'appoint, Peter Ocon, le sommelier, leva la tête. Peter approchait la 60aine, toujours calme, toujours professionnel, fort d'une longue expérience au service d'une clientèle qui se prenait pour le maître du monde. Son visage restait imperturbable la plupart du temps. Mais à présent, ses yeux se plissèrent légèrement. Il savait. Il comprenait suffisamment le langage pour savoir que Cynthia n'essayait pas d'être distinguée. Elle essayait de couper. Dans la cuisine, le chef Mike s'affairait entre les casseroles et les assiettes. Mais dès que Cynthia prit la parole, il s'arrêta. Sa main resta suspendue dans le vide, tenant une cuillère. Son regard se leva vers la salle à manger,
puis son visage se figea à nouveau. Il le savait, lui aussi. Pas forcément le sens précis de chaque mot, mais l'intention. Car l'humiliation a une odeur. Et il l'avait déjà sentie. Cynthia tourna la tête vers William. Un regard inhabituel, empreint de fierté. Le genre de personne qui disait « Tu vois ça ? Regarde comme je suis parfait. Regarde à quel point je suis supérieur à tout le monde. » William leva enfin les yeux du menu. Ses lèvres ne s'illuminèrent pas d'un sourire franc, mais une lueur d'amusement traversa son regard. Une légère réaction. Suffisante pour encourager Cynthia. Il ne l'a pas arrêtée. Il ne l'a pas avertie. Il n'a pas dit « ça suffit ». Il se contentait de regarder. Détendu, comme s'il assistait à une petite plaisanterie. Et son silence en faisait partie intégrante. Alice se tenait là, les mains tenant délicatement le menu, le visage impassible en apparence. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Car elle avait déjà vu ce genre de choses. Pas exactement sous cette forme, mais dans le même esprit. Des gens qui utilisent le langage comme ils utilisaient l'argent, pour rabaisser les autres. Pour leur rappeler leur place. Cynthia se pencha légèrement en avant, toujours souriante. « Alors ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Vous comprenez ce que j'ai dit ?» La question paraissait innocente. Mais elle ne l'était pas. C'était une lame, imprégnée de parfum. Et maintenant, tous les regards étaient tournés vers la serveuse. On attendait de voir si elle allait craquer. Alice resta là un instant, le menu toujours à la main. Elle sentait les regards de la pièce comme une chaleur sur sa peau. Pas seulement ceux de Cynthia. D'autres regards aussi. Les curieux. Les juges. Ceux qui aimaient voir quelqu'un de plus petit se débattre. Depuis la tribune des hôtes, Victor les observait. Alice n'avait pas besoin de se retourner complètement pour le savoir. Elle sentait son attention. Le visage de Victor était crispé, sa mâchoire se contractant légèrement comme s'il effectuait un calcul mental. Alice connaissait ce regard. C'était le même qu'il arborait toujours en présence de clients fortunés. Le calcul est simple, protéger le client riche, sacrifier le personnel. Si le riche client souriait, le salon restait sûr. Si le personnel pleurait, cela n'avait aucune importance. Alice sentit sa gorge se dessécher. Son premier réflexe fut celui qu'on lui avait appris à utiliser, avaler sa salive. S'excuser. Faites semblant d'être confus. Aller appeler quelqu'un d'autre. Disparaissez à nouveau dans l'ombre. Elle a failli y arriver. Presque. Mais quelque chose s'est brisé en elle. Pas de la colère. Pas de l'orgueil. Quelque chose de plus profond. Un souvenir. Une voix. La version d'elle-même qui, un jour, s'asseyait dans les salles de classe et parlait du langage comme s'il s'agissait d'un être vivant. La version d'elle-même qui argumentait avec assurance et ne se laissait pas intimider. Celle pour laquelle son père avait pleuré. Ma fille brillante. Alice regarda Cynthia vraiment pour la première fois. Non pas comme une cliente. Non pas comme une femme vêtue de vêtements de luxe. Mais comme une personne qui tente de briser une autre personne pour se divertir. Alice prit une lente inspiration. Puis elle ouvrit la bouche. Et elle répondit à Cynthia. Dans le même dialecte que Cynthia. Parfaitement. Calmement. Clairement. Sa prononciation était maîtrisée, comme si chaque mot avait été pesé avant de sortir de ses lèvres. L'effet fut immédiat. Le sourire de Cynthia se figea. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. À la table voisine, le silence se fit. De l'autre côté de la pièce, un rire s'éteignit dans la gorge de quelqu'un. Alice ne s'arrêta pas là. Elle continua de parler dans le même dialecte pendant quelques secondes, donnant à Cynthia la réponse exacte à sa question. La description précise de ce qu'elle avait demandé. Comme si c'était tout à fait normal. Comme si de rien n'était. Puis, en douceur, Alice changea de registre. Pas pour revenir à l'anglais. Elle adopta un ton plus formel et plus soigné, comme si elle passait d'une rue animée à un bureau calme. Et c'est sur ce ton formel qu'elle corrigea Cynthia. Doucement. Mais avec précision. Comme un couteau qui n'a pas besoin de crier. Vous avez mal prononcé ce mot, dit Alice, toujours calme et respectueuse. Dans ce contexte, le mot correct est celui-ci. Et le son que vous avez utilisé sur la dernière phrase. Elle devrait être plus douce. Sa voix était assurée. Sans tremblement. Pas de supplication. Juste la vérité. Cynthia la fixa, clignant lentement des yeux comme si son cerveau peinait à comprendre. William releva complètement la tête. Son amusement disparut. Le choc fut le premier à l'emporter. Puis autre chose. Un malaise. Ce genre de malaise qui survient lorsqu'on réalise que la personne assise à côté de soi nous a aussi mis dans l'embarras.
Alice marqua une pause. Puis elle reprit la parole en anglais, d'une voix très simple et très claire, tout en gardant un ton respectueux. Mais elle ne s'est pas abaissée. « Madame, dit-elle doucement. Il ne s'agit pas de nourriture. » Un silence de mort s'installa. Alice reprit, « Vous essayez de me faire honte. » Les lèvres de Cynthia s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Le cœur d'Alice battait la chamade, mais elle poursuivit. « Le langage n'est pas un ornement pour l'orgueil, dit-elle. Ce n'est pas un bijou qu'on porte pour rabaisser les autres. » Sa voix portait, non pas parce qu'elle criait, mais parce que le silence s'était abattu sur la pièce. Alice regarda Cynthia sans haine. En toute honnêteté. Certaines langues ont disparu, a-t-elle dit, parce que des personnes puissantes s'en sont servies pour en faire disparaître d'autres. Elles ont fait croire aux gens qu'ils étaient stupides de parler leur propre langue. Ils faisaient sentir aux gens qu'ils étaient sales parce qu'ils parlaient différemment. Ses yeux se crispèrent sous l'effet d'une émotion qu'elle tenta de maîtriser. « Vous savez comment c'est » ajouta-t-elle d'une voix toujours calme. « Même ici, dans notre propre pays, on se moque de quelqu'un qui parle anglais avec un accent villageois. On refuse de respecter une personne à cause de sa façon de s'exprimer. Une personne peut être sage, mais parce qu'elle n'a pas un accent distingué, on la traite comme un moins que rien. » Cette phrase a fait mouche. Parce qu'elle était vraie, et la vérité a cette capacité de peser lourd sur les gens. Alice termina doucement. « Alors s'il vous plaît, dit-elle, commandez parce que vous avez faim, et non pour rabaisser quelqu'un. » Silence. Un silence profond. Le genre d'endroit où l'on peut entendre de loin des petits bruits, comme le cliquetis d'une cuillère. Le visage de Cynthia se crispa. Son sourire avait disparu. Il ne restait plus qu'un regard dur, comme celui de quelqu'un qui tentait de contenir à la fois sa gêne et sa colère. Le regard de William oscillait entre Cynthia et Alice. Sa mâchoire se crispa légèrement. Il n'avait plus l'air amusé. Devant la porte de la cuisine, le chef Mike se tenait les bras croisés. Et pour la première fois de la soirée, les lèvres du chef, d'ordinaire si sévères, esquissèrent un sourire. Pas un sourire éclatant. Un petit sourire. Le genre de sourire qu'on esquisse lorsqu'on est témoin de justice et qu'on n'a pas envie d'applaudir. Alice se tenait là, son carnet à la main, les mains assurées. Et pendant un instant, dans cette pièce luxueuse et bondée de gens qui l'ignoraient superbement, Alice Nwankwo ne fut plus invisible. Mais dans des endroits pareils, les instants sont éphémères. La pièce reprit lentement son aspect normal. Une chaise bougea. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Un verre tinta doucement. La conversation tenta de reprendre. Mais elle revint plus discrètement, avec précaution, comme si l'on craignait de rompre le silence qui venait de s'installer. À la table 7, le repas se poursuivit. Mais la tension persistait. Elle planait sur la table comme une assiette supplémentaire que personne n'avait demandé. Cynthia esquissa un sourire forcé. Un sourire qui paraissait naturel de loin. Mais de près, il sonnait faux. Ses lèvres étaient ourlées, mais ses yeux ne souriaient pas du tout. Ses yeux étaient remplis de choses qu'elle essayait de dissimuler. De la haine, colère, jalousie, tout à la fois, mélangées comme du poison dans un verre. Elle détourna légèrement le visage, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Mais elle continuait de regarder Alice. Pas comme une cliente regarde une serveuse. Comme quelqu'un qui observe une personne qu'il veut punir. William reprit le menu. Il s'éclaircit la gorge et commença à commander normalement. Réponse courte. Anglais simple. Absence. Aucune performance. Juste du contrôle. Il parlait comme un homme qui tentait de reprendre le contrôle de la nuit. « Je prends celui-là », dit-il en désignant légèrement. « Et l'autre aussi. » Alice acquiesça et se mit à écrire rapidement. « Oui, monsieur. » William ne leva guère les yeux. Il agissait comme s'il voulait que tout disparaisse. Mais la gêne se lisait toujours sur son visage. Le genre de gêne qui survient quand on réalise que sa table est devenue un petit scandale. Cynthia a à peine touché à son assiette quand le repas est arrivé. Elle coupait de petits morceaux et les déplaçait dans son assiette comme si elle n'avait pas faim. Parfois, elle levait sa fourchette puis la laissait retomber, comme si manger était devenu trop banal pour alimenter sa colère. Ses yeux suivaient Alice du regard chaque fois qu'elle passait. Chaque fois qu'Alice s'arrêtait pour s'occuper d'une autre table, chaque fois qu'elle riait doucement à la demande d'un client, Cynthia observait la scène comme si elle comptait quelque chose. Comme si elle tramait quelque chose. Alice travaillait comme à son habitude. Elle servait les plats, remplissait les verres d'eau, vérifiait les autres tables et restait respectueuse. Mais son corps ressentait le danger. Car la honte n'est pas toujours la fin d'un problème. Parfois, elle en est le commencement. Plus tard,
Lorsqu'Alice est retournée au poste du personnel près de la zone de service pour déposer ses notes et récupérer un autre bon de commande, ses mains se sont mises à trembler. Pas ouvertement. Juste un léger tremblement, celui qui survenait lorsque l'adrénaline commençait enfin à retomber. Elle s'agrippa un instant au bord du comptoir et respira profondément. La voix de Cynthia résonnait encore dans sa tête. Elle sentait encore le regard pesant qui planait sur la pièce. Elle pouvait encore distinguer le visage de Victor de loin. Et maintenant, un autre sentiment l'envahit. La peur. Non seulement la peur de Cynthia, mais aussi la peur de ce qui allait suivre. Car elle connaissait le Nigeria. Au Nigeria, le travailleur pauvre est toujours le bouc émissaire idéal. En cas de problème, on ne s'en prend pas d'abord à la personne riche, mais au personnel. Si quelqu'un criait, on présumerait de sa culpabilité. En cas de confusion, on désignerait le coupable le plus faible pour en finir au plus vite. Alice fixait son bloc-notes, mais son esprit était ailleurs. Avais-je agi avec courage? Ou avais-je commis une erreur? Elle pensa à son père à l'hôpital. Elle pensa à l'enveloppe posée sur la table. De l'argent pour papa. Elle pensa à la façon dont Victor aurait pu la renvoyer d'une seule phrase, et elle ressentit soudain le poids de son acte. Non seulement elle avait osé répondre, mais elle s'était fait remarquer. Car une fois repérée, on devient une cible. Alice déglutit et s'efforça de garder les mains immobiles. Elle releva le menton, prit une lente inspiration et se remit au travail. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait sans cesse la même question. Ce soir était-il le début de quelque chose de bien? Ou le début des ennuis? Peu après, Cynthia repoussa son assiette. Elle n'avait presque rien mangé. William s'essuya la bouche avec une serviette, jeta un coup d'œil à sa montre et parla d'un ton monocorde, comme quelqu'un qui s'apprête à mettre fin à la soirée. « Apportez la facture, dit-il. »« Oui, monsieur, » répondit Alice. Elle alla à la station-service, imprima la facture, la vérifia 2 fois et revint à la table 7 avec le porte-facture en cuir. Elle le déposa délicatement. William l'ouvrit sans faire d'histoire. Il fouilla dans son portefeuille et en sortit une élégante carte en platine, de celles qui paraissent lourdes malgré leur petite taille. Il le glissa dans le support et le repoussa vers Alice. « Prends-le, dit-il, court et direct. » Alice le prit avec précaution. « Oui, monsieur. » Elle retourna au poste du personnel, où le terminal de paiement trônait sur le comptoir tel un petit juge qui approuvait ou rejetait des vies. Le poste était animé. Les assiettes défilaient, les reçus s'imprimaient, le personnel se pressait, pris de panique silencieuse. Alice inséra sa carte dans la machine, saisit le montant et attendit. La machine émit un léger bip. Approuvé. Elle expira sans se rendre compte qu'elle avait retenu sa respiration. Elle imprima le reçu. Elle rangea soigneusement le reçu dans son support, glissa la carte dans son emplacement et la serra fort comme si elle était en verre. Puis elle retourna à la table d'un pas assuré. Elle s'arrêta à la même distance polie et posa le porte-objet. « Merci monsieur », dit-elle doucement. William hocha à peine la tête. Puis la voix de Cynthia a fendu l'air. Aiguë. Forte. Trop fort. Où est la carte? Alice cligna des yeux. Un instant, elle crut mal entendre. Cynthia fixait le support comme s'il l'avait insultée. Le cœur d'Alice fit un bond. « Madame. » Alice commença lentement, confuse. « C'est à l'intérieur. » Cynthia l'interrompit aussitôt, sa voix montant d'un ton. « Elle n'est plus là. Elle a disparu. » Ses paroles portaient assez fort pour voyager. Un bruit suffisamment fort pour faire tourner les têtes. Un bruit suffisamment fort pour attirer l'attention comme une gifle. Alice eut la bouche sèche. « Madame, je l'ai mis. » Cynthia se redressa légèrement, se penchant en avant comme pour que tout le salon soit témoin de sa colère. « Elle l'a pris, » dit-elle en pointant Alice du doigt. Le silence retomba dans la pièce. Pas complètement, mais suffisamment. On écoutait. Les yeux de Cynthia brillaient d'une lueur brûlante et repoussante. « Fouillez son tablier, » lança-t-elle sèchement. « Fouillez ses poches. » Puis elle tourna la tête et lança une voix comme si elle était chez elle. « Appelez la sécurité, immédiatement. » Alice sentit le monde basculer. Un froid glacial lui glaça la poitrine. Elle regarda William. Peut-être qu'il la calmerait. Peut-être qu'il dirait « Détends-toi, vérifions bien. » Mais le visage de William avait lui aussi changé. Non pas avec colère. Avec surprise. Avec incertitude. Même lui ne se doutait pas de ce que Cynthia allait faire. Les lèvres d'Alice tremblaient, mais elle parvint à articuler « Madame, je vous en prie. » « Je n'ai pris aucune carte. » Le rire de Cynthia était amer. « Ah bon ?
dit-elle d'une voix forte. Vous voulez dire que la carte est partie toute seule? Son doigt restait pointé sur Alice comme une arme. Le salon était maintenant silencieux. Un silence inquiétant. Et Alice comprit soudain. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas une erreur. C'était la vengeance que Cynthia nourrissait depuis longtemps. Et maintenant, sous les yeux de tous, elle était prête à l'anéantir. Victor Adebayo apparut presque aussitôt. C'était comme si quelqu'un avait sonné à sa porte. Il se précipita vers la table 7, le visage déjà ruisselant de sueur, sa cravate légèrement de travers à force de bouger. Son regard passa de Cynthia à William, puis à Alice, comme s'il cherchait à comprendre l'origine du feu et comment l'éteindre avant qu'il ne ravage tout le salon. « Madame Cynthia » commença Victor, esquissant un sourire forcé. « Je vous en prie, laissez-nous. » Cynthia l'interrompit. Elle se tourna vers lui, telle une reine blessée. « Vous engagez des voleurs et vous appelez ça du service » s'écria-t-elle, la voix tremblante d'une fausse douleur. Pas étonnant qu'elle se prenne pour une reine. Elle attendait juste le bon moment pour nous voler. Les mots ont frappé la pièce comme une assiette qui se brise sur le sol. Certains ont poussé un petit cri d'effroi. D'autres se sont retournés complètement. Cynthia porta la main à sa poitrine, comme si c'était elle qui était agressée. « Je veux qu'on appelle la police », dit-elle. Aussitôt, les lèvres d'Alice s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Son sang se glaça. Pendant une seconde, elle n'était plus dans le salon. Elle était dans le couloir de l'hôpital, voyant son père sur ce lit, faible, parlant à peine, un côté de son corps paralysé. Elle aperçut l'enveloppe sur sa petite table, chez elle. De l'argent pour papa. Elle se voyait déjà perdre son emploi. Elle vit le visage de sa mère, la déception et la fatigue, la peur. « Alice, qu'as-tu fait? Pourquoi ne peux-tu pas te taire et travailler ?» Et puis, la pire image lui traversa l'esprit. La police. La voix rauque. Des mains qui la tirent. Des gens qui regardent. Une pauvre femme était traînée comme une criminelle, tandis que les riches restaient sains et saufs. Alice déglutit difficilement, forçant sa voix. « Madame, je vous en prie, » dit-elle en tremblant. « Je n'ai pas pris votre carte. Je vous le jure. » Les yeux de Cynthia brillaient, presque d'excitation. « Fouillez-la, » insista-t-elle. « Vérifiez son tablier, ses poches. Qu'elle prouve qu'elle n'est pas une voleuse. » Tobio Kiki se tenait à proximité, un plateau à la main, figé. Son visage était pâle. Sa bouche était légèrement ouverte, comme s'il voulait parler mais ne savait pas comment. Au bar, Sandra Ibrahim serrait le bord avec force, ses jointures blanchissant. Son regard restait fixé sur Cynthia, empli d'une colère contenue. Le chef Mike Ageyi sortit des portes de la cuisine. Il ne s'exprima pas complètement tout de suite, mais son visage était tendu, sa mâchoire serrée, comme s'il se retenait de dire quelque chose de dangereux. Victor se tourna vers Alice et baissa la voix, mais ses mots restaient tranchants. « Alice, » dit-il. « Coopérez, tout simplement. Réglons ça rapidement. » Alice le fixa du regard. « Monsieur, coopérer comment ?» murmura-t-elle. Victor évita son regard. Ce n'était pas parce qu'il croyait Cynthia. C'était parce qu'il avait peur d'elle. Peur de l'argent qu'elle représentait. Peur du scandale. Il craignait tout ce qui pouvait entacher le nom du client. « Fais-le, » dit-il rapidement, pour qu'on en finisse. Alice sentit sa poitrine se serrer. Comment y mettre fin? Comment cela pourrait-il se terminer s'il l'avait traitée comme une criminelle devant tout le monde? Comment cela pourrait-il se terminer si la police arrivait? Comment cela pourrait-il se terminer si la fiancée de William l'avait déjà jugé coupable? La voix de Cynthia s'éleva de nouveau. Qu'est-ce qu'on attend? Appelez la sécurité. Appelez la police. Puis, à travers le brouhaha, une voix calme parvint dans la pièce. Pas forte. Pas en colère. Juste calme, comme de l'eau froide versée sur le feu. Ce ne sera pas nécessaire. Les mots étaient simples. Mais ils étaient lourds de sens. Tout le monde se retourna. Lentement, à une table non loin de là, un homme âgé se leva. Il ne se précipita pas. Il ne cria pas. Il se tenait là, avec une assurance tranquille, une richesse et une autorité ancestrale, de celles qui n'avaient pas besoin de faire leurs preuves. Ses cheveux étaient gris. Son costume était parfaitement ajusté. Il se tenait droit comme un i, comme s'il avait toujours gardé cette posture. C'était le chef Maxwell Rotimi. Certains, dans le salon, se redressèrent aussitôt, comme s'ils l'avaient reconnu et se souvenaient soudain comment se comporter. Le chef Maxwell s'est dirigé d'un pas assuré vers la table 7. La pièce lui fit une place, sans qu'il ait à la demander. Cynthia cligna des yeux, agacée, et tenta de le congédier d'un sourire crispé.
Monsieur, ceci est privé, dit-elle en faisant un petit geste de la main. Cela ne concerne que moi et votre personnel. Le chef Maxwell s'arrêta près d'eux et la regarda. Son regard était calme. Sa voix l'était aussi. Mais ses paroles étaient fermes. Vous faites du bruit dans mon établissement, dit-il. Le sourire de Cynthia s'effaça. Le visage de Victor se figea, comme s'il avait le cœur serré. William se redressa, soudain alerte. Le chef Maxwell se tourna légèrement. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il. Cynthia s'avança aussitôt, prête à reprendre son service. Elle a encaissé notre paiement, dit-elle en secouant la tête, le cœur brisé. Et maintenant, la carte de mon fiancé a disparu, elle est la dernière à l'avoir utilisée. La carte avait disparu, elle l'avait donc prise, c'est évident. Puis elle désigna de nouveau Alice du doigt, comme si ce geste pouvait prouver ses dires. Alice resta immobile, les mains le long du corps, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Le chef Maxwell jeta un bref regard à Alice. Un seul regard. Mais dans ce court instant, une lueur passa sur son visage. Pas du choc, pas de la colère, plutôt de la reconnaissance. Puis son regard se posa de nouveau sur Cynthia, toujours aussi calme. Très bien, dit-il simplement. Nous allons régler ça comme il se doit. Et la façon dont il a dit, avec justesse, a fait vaciller la confiance de Cynthia pour la première fois. Le chef Maxwell se tourna complètement vers elle. Sa voix restait calme, mais elle n'était plus douce. « Madame, dit-il, avez-vous vérifié votre sac ?» Cynthia répondit trop vite. « Oui, dit-elle. Bien sûr que je l'ai fait. » Le chef Maxwell soutint son regard. « Vérifiez encore, dit-il. Correctement. » Le sourire de Cynthia se figea. Un instant, elle sembla vouloir en rire, balayer l'incident d'un revers de main. Mais le chef Maxwell resta impassible. Il ne cligna pas des yeux outre mesure. Il ne lui laissa pas l'occasion de jouer la comédie. Puis il leva légèrement la main et désigna du doigt le coin de la salle à manger. Une petite caméra sombre était là, silencieuse et observant. La vidéosurveillance. Le regard de Cynthia suivit son geste. Son visage changea. Juste une seconde. Un éclair de choc le traversa. Il était clair qu'elle ne s'y attendait pas. C'était un salon privé, le genre d'endroit où les riches aiment se sentir intouchables, le genre d'endroit où ils supposaient que leurs faits et gestes ne seraient pas filmés. Mais la caméra était là. À cet instant, Cynthia commença à s'agiter. Ses doigts se crispèrent sur sa pochette. Ses épaules se soulevèrent légèrement. Elle ne prenait plus plaisir au spectacle. Elle se mettait à calculer. Les agents de sécurité se rapprochèrent, sans brutalité, sans empoigner personne, se contentant d'intervenir discrètement. Deux hommes vêtus de noir se tenaient légèrement en retrait du chef Maxwell, le visage impassible. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Même la musique sembla soudain plus discrète. William se pencha en avant. Ses sourcils étaient froncés. Il semblait abasourdi. Il était au téléphone quand la carte a été rendue plus tôt. Il n'avait entendu que l'accusation bruyante de Cynthia et avait supposé que la carte était vraiment perdue. À présent, son regard oscillait entre Cynthia et le sac qu'elle tenait à la main. Le chef Maxwell hocha la tête une fois, tout en gardant les yeux sur Cynthia. « Allez-y, dit-il. Vérifiez. » Cynthia laissa échapper un petit rire forcé. « Ce n'est rien, dit-elle en ouvrant sa pochette. Elle a peut-être glissé ailleurs. » Elle commença à fouiller à l'intérieur, mais elle ne cherchait pas calmement. Ses mains bougeaient vite. Trop vite. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle retira son rouge à lèvres, son mouchoir, ses clés, puis les remit rapidement en place, comme si elle voulait que l'instant passe vite. Un des agents de sécurité s'avança légèrement. Sa voix était respectueuse mais ferme. « Madame, dit-il, permettez-moi de vous aider. Veuillez me le remettre. » Cynthia releva brusquement la tête. « Non, » dit-elle rapidement en serrant son sac contre elle. « Pourquoi vous le confierais-je » D'autres regards se tournèrent vers elle. Un silence plus pesant s'installa. Le regard du chef Maxwell demeura fixe. L'agent de sécurité ne recula pas. « Madame, répéta-t-il, si vous souhaitez que cela se règle à l'amiable, permettez-nous. » Cynthia ouvrit de nouveau la bouche pour refuser. Mais elle regarda autour d'elle et vit tous les regards braqués sur elle. Trop de regards. Des regards qui ne regardaient plus Alice. Des regards qui la jugeaient maintenant. Lentement, Cynthia relâcha sa prise. Avec un sourire crispé qui semblait douloureux, elle tendit la pochette. L'agent de sécurité l'ouvrit avec précaution, vérifia l'intérieur une première fois, puis une seconde.
Puis sa main s'arrêta. Il sortit une carte en platine lisse. Le même genre de carte que William avait donné à Alice. Il le brandit pour qu'on puisse bien le voir. Un instant, tout le salon resta figé. Puis la salle à manger expira. Un souffle collectif. Comme si les gens l'avaient retenu dans leurs poumons sans s'en rendre compte. Alice sentit ses jambes flancher. Sa gorge se serra. Non plus par honte, mais par un soulagement presque douloureux. Cynthia resta immobile comme une statue. Son visage se vida lentement, comme si le sang le quittait de honte. Puis elle laissa échapper des mots à la hâte, essayant de les tordre. « Ça a dû lui glisser », dit-elle. Peut-être que quand elle l'a rendu. Non. Le seul mot du chef Maxwell mit fin à tout. Un seul mot. Mais il résonna comme un coup de massue. Il s'approcha, son ton toujours calme, mais désormais tranchant par la vérité. « Vous avez été humilié », dit-il sans ambages. Cynthia cligna des yeux, les yeux écarquillés. « Vous vouliez donc vous venger », poursuivit le chef Maxwell. « Vous avez inventé une accusation de vol pour nuire à un employé. Vos paroles étaient claires et directes. Sans détour. Pas de long discours. Juste la vérité. » Le visage de William se transforma. D'abord stupéfait. Puis la honte suivit aussitôt, telle une ombre. Car à présent, il pouvait le voir. Il voyait ce que son silence avait permis. Cynthia tenta de sourire à nouveau, de se sauver. « Monsieur », commença-t-elle d'une voix plus douce. « Je ne savais pas que vous étiez. » Les yeux du chef Maxwell se plissèrent légèrement. « Vous ne vous comportez donc bien que lorsqu'une personne influente vous observe ?» demanda-t-il. Cynthia garda la bouche fermée. Le chef Maxwell tourna légèrement la tête vers Alice, puis de nouveau vers Cynthia. « Excusez-vous », dit-il. Le visage de Cynthia se crispa. Elle regarda Alice comme si elle était souillée. Comme si s'excuser auprès d'elle la souillerait. Un instant, elle resta là, refusant par son corps même si elle ne disait rien. Le chef Maxwell ne la pressa pas. Il laissa le silence faire son œuvre. Puis il reprit la parole, toujours aussi calme. « Vous avez porté une fausse accusation », a-t-il déclaré. « Vous avez tenté de piéger un employé. Nous disposons des images de vidéosurveillance. Si je le souhaite, je peux déposer une plainte ce soir. » Cynthia déglutit. Le chef Maxwell poursuivit d'une voix calme. « Et n'oubliez pas, dit-il, que l'entreprise de votre famille entretient des relations avec mon groupe financier. Ces relations peuvent être immédiatement réexaminées si vous persistez dans ces absurdités. » Son regard restait fixé sur elle, sans ciller. « Et être riche, ajouta-t-il, ou fréquenter des gens riches ne vous rend pas meilleur que les autres. » Les lèvres de Cynthia tremblèrent légèrement. Elle se tourna vers William comme pour trouver du réconfort. Mais William se contenta de la fixer. Silencieux. Froid. Aucun réconfort. Aucune défense. Ce silence lui disait tout. Elle était seule à présent. Lentement, Cynthia se retourna vers Alice. Son visage était crispé, son regard amer. Elle prononça les mots avec difficulté, comme s'il lui brûlait la langue. « Je suis désolée », dit-elle entre ses dents serrées. Alice ne répondit pas immédiatement. Elle restait là, immobile, respirant difficilement, cherchant à se ressaisir. Car au Nigeria, même quand on est innocent, la peur ne disparaît pas facilement. Et même quand la vérité éclate, le traumatisme reste profond. Alice resta là, respirant lentement, s'efforçant de garder son calme. Les excuses de Cynthia planaient encore comme une fumée. Un instant, Cynthia sembla croire que c'était enfin terminé. Comme si un simple pardon suffirait à apaiser les tensions et à ramener le calme. Elle ajusta légèrement sa robe, releva le menton et tenta de retrouver sa fierté. Mais William Adeyemi prit enfin la parole. Sa voix était douce, pas assez forte pour attirer l'attention de force. Pourtant, elle l'attirait par sa froideur. « Cynthia », dit-il. Cynthia se retourna brusquement, comme une enfant en quête de réconfort. « Oui, mon bébé. » Le regard de William restait fixé sur elle, dur et clair. Il n'avait plus l'air confus. Il ressemblait à un homme qui prenait enfin conscience de quelque chose qu'il avait trop longtemps ignoré. « Voilà votre vraie nature », dit-il. Le sourire de Cynthia se figea. « Non, ce n'est pas ça. » William ne lui laissa pas le temps de se justifier. « Ce n'est pas la première fois, » poursuivit-il, toujours calme. « Tu as déjà agi de la sorte. » Le visage de Cynthia se crispa. La voix de William restait maîtrisée, mais ses paroles devinrent plus acerbes. Il se pencha légèrement en avant, parlant comme s'il s'adressait autant à lui-même qu'à elle. «
Chaque fois que tu traites les gens comme s'ils ne valaient rien, dit-il, je me dis que tu étais juste gâté, que ça te passerait, que tu ne le pensais pas. Cynthia attrapa son bras d'un geste brusque, sa voix se muant en supplication. Chérie, ce n'était que de la colère. William retira son bras doucement, mais fermement. Son regard ne s'adoucit pas, tu as essayé de détruire la vie de quelqu'un parce que tu avais honte, dit-il simplement. Vous étiez prêt à appeler la police et à la faire emprisonner. Vous vouliez la ruiner et la discréditer, simplement parce qu'elle s'était défendue. Cynthia déglutit. Ce n'était pas ça, murmura-t-elle. J'étais juste. Non, dit William d'un seul mot, catégorique, définitif. Il la regarda comme s'il était une source de souffrance. Vous avez insulté des gens en public, a-t-il déclaré. Vous avez humilié des employés. Vous leur avez parlé comme s'ils étaient des objets. J'ai continué à trouver des excuses. Sa mâchoire s'est crispée. Mais celle-ci, a-t-il ajouté, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les yeux de Cynthia brillaient de panique. William, s'il te plaît. La voix de William ne s'éleva pas. Il n'en avait pas besoin. Donne-moi la bague, dit-il. Cynthia se figea. Quoi? Demanda-t-elle, comme si elle n'avait pas entendu. La bague de fiançailles, répéta William. Donne-la-moi. Le visage de Cynthia passa rapidement de la surprise à la colère. Pour ça? Lança-t-elle à voix basse, s'efforçant de dissimuler sa gêne. William, tu plaisantes. Tu veux collectionner les bagues pour si peu de choses. William la fixa du regard. Son ton restait calme. Tenter d'écraser les autres parce que tu les considères comme inférieurs, ce n'est pas rien, dit-il. Tenter d'envoyer une femme qui travaille en prison parce qu'elle vous a mis dans l'embarras, ce n'est pas rien. Cynthia secoua la tête, cherchant des excuses. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était la confusion. La carte. La carte était dans ton sac, dit William en la coupant. Les lèvres de Cynthia tremblaient. Elle regarda autour d'elle et réalisa que tout le monde la regardait encore. Pas ouvertement, mais suffisamment. Le chef Maxwell se tenait silencieusement non loin de là. Victor était raide comme un piquet. Même certains invités faisaient semblant de ne pas regarder, tout en écoutant. La fierté de Cynthia luttait contre sa honte. Un instant, elle garda la main contre sa poitrine, comme si la bague était son seul point d'appui. Puis, lentement, très lentement, elle la retira. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle le retira. Elle le posa sur la table. Il atterrit avec un léger clic. Un léger bruit. Mais il semblait assourdissant. Cynthia fixa la bague un instant, comme si elle n'arrivait pas à croire que sa vie en était arrivée là. Puis elle se leva. Elle ne s'excusa pas à nouveau. Elle ne regarda pas Alice. Elle leva simplement le menton, tentant de préserver ce qui lui restait de dignité. Puis elle sortit. Exposée. Le silence se fit dans la pièce jusqu'à ce que le bruit de ses talons s'estompe. William resta assis un instant, fixant la table comme un homme qui vient de laisser tomber un objet lourd. Puis le chef Maxwell se tourna vers Alice. Sa voix s'adoucit, toute trace d'agressivité disparut. « Mademoiselle Nwankwo, dit-il doucement, veuillez me rejoindre dans mon bureau. » Le cœur d'Alice fit un bond. Un instant, elle crut que ses jambes allaient la lâcher. Le bureau? Ses pensées s'emballèrent. Va-t-il me licencier? Va-t-il me reprocher la scène? Elle jeta un coup d'œil à Victor. Victor Adebayo semblait sur le point de s'effondrer. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Il ne parvenait même pas à dissimuler sa peur. Alice suivit discrètement le chef Maxwell. Ses mains tremblaient encore. À l'intérieur du bureau, le calme régnait, et les murs étaient tapissés de photos encadrées et de récompenses. Le chef Maxwell s'assit lentement et la regarda d'un air impassible. Alice resta debout, ne sachant où poser ses mains. Le chef Maxwell prit la parole sans perdre un instant. « Il y a 2 ans, dit-il, j'ai assisté à un symposium à Abuja. » Alice cligna des yeux. Le chef Maxwell poursuivit. « Vous étiez l'un des présentateurs. » Alice eut le souffle coupé. Le chef Maxwell la fixait du regard. « Vous avez parlé de langage et de pouvoir, » a-t-il dit. « Vous avez parlé de la façon dont les gens sont moqués, opprimés et effacés par leur façon de parler. C'était rare, c'était brillant. » Alice eut le vertige. Le chef Maxwell se pencha légèrement en avant. « J'étais impressionné, » dit-il. « J'ai donc demandé vos coordonnées. Je souhaitais vous proposer un poste au sein de ma fondation. » La voix d'Alice n'était plus qu'un murmure. « Mais, Vous avez disparu, » dit doucement le chef Maxwell. « Aucun courriel, aucune adresse de réexpédition, rien. La vie vous a englouti.
Les yeux d'Alice se remplirent de larmes avant qu'elle ne puisse les retenir. La voix du chef Maxwell resta calme. « Ce soir, dit-il, je t'ai reconnu. Non pas à votre uniforme, non pas à votre seul visage. » Il marqua une pause, puis ajouta lentement, « Par vos connaissances, par ton assurance, par la façon dont tu parlais du langage, comme s'il avait une importance, un pouvoir. » Alice déglutit difficilement, parce qu'elle savait que c'était vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un d'autre le savait aussi. Alice resta là, retenant difficilement ses larmes qui refusaient de rester cachées. Le chef Maxwell la regarda en silence un instant, comme pour lui laisser le temps d'assimiler ses paroles. Puis il reprit la parole. « Voilà pourquoi je vous ai convoqué, dit-il. » Il prit un dossier sur la table à côté de lui et l'ouvrit calmement, comme si ce qu'il allait dire était une chose tout à fait normale. Mais pour Alice, c'était loin d'être normal. « Je suis en train de créer une fondation, » annonça le chef Maxwell, « pour protéger les langues menacées et le patrimoine culturel. » Alice haussa légèrement les sourcils. Ce genre de choses était inhabituel. Pas dans un pays où la plupart des gens se battaient simplement pour manger, pour survivre, pour payer les frais de scolarité. Le chef Maxwell poursuivit d'une voix posée, « Nombre de nos langues disparaissent silencieusement, dit-il. Non pas parce qu'elles sont inutiles, mais parce qu'elles sont couvertes de honte. On cache sa langue maternelle, les parents disent à leurs enfants de ne plus la parler pour éviter les moqueries. Et peu à peu, on perd des morceaux de soi-même. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Et je souhaite aussi que la Fondation étudie quelque chose de plus profond. Comment le langage a été utilisé pour contrôler les gens, pour les réduire au silence, pour décider qui mérite le respect et qui ne le mérite pas. » La poitrine d'Alice se serra. Elle sentait à quel point il était sérieux. Le chef Maxwell la regarda. « Je cherchais quelqu'un de compétent et passionné, dit-il. Quelqu'un qui comprenne que le langage n'est pas seulement fait de mots, mais qu'il est identité, histoire et pouvoir. » Il tapota doucement le dossier. « Et ce soir, je t'ai vu. » Les lèvres d'Alice tremblèrent. La voix du chef Maxwell restait calme, mais ses paroles étaient lourdes de sens. « Je veux que vous la dirigiez, » dit-il simplement. Alice se figea. Diriger cette mission? Elle peinait à comprendre. Le chef Maxwell reprit la parole avant qu'elle n'ait pu s'exprimer. « Ce n'est pas une mince affaire, » dit-il. « C'est un poste de direction de haut niveau. Le salaire est conséquent, de quoi vous permettre de respirer à nouveau, tous les avantages sociaux sont inclus, tout est en règle. » La gorge d'Alice se serra tandis qu'il se penchait légèrement en avant. « Et surtout, ajouta-t-il, votre père sera pris en charge dans notre centre de réadaptation neurologique partenaire. Thérapie adaptée, médicaments appropriés, soins infirmiers 24 heures sur 24, un environnement propre et intime, une équipe compétente, un lieu où il sera traité comme un être humain, et non comme un fardeau. » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. Pendant une seconde, elle est restée paralysée. Elle avait même du mal à respirer. Puis les larmes ont coulé. Pas des petites larmes. Pas des larmes étouffées. De vraies larmes. Ce genre de choses qui surgissaient du plus profond de soi, après des années de peur, de lassitude et de supplications silencieuses. Alice porta sa main à sa bouche, mais cela n'arrêta rien. Ses épaules tremblaient. Sa poitrine se serra. Elle pleura comme quelqu'un qui avait porté un fardeau trop lourd et qui, soudain, le sentait s'alléger. Le chef Maxwell attendit, la laissant pleurer. Quand Alice retrouva enfin sa voix, elle était brisée. « Monsieur » murmura-t-elle en s'essuyant le visage. « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Le chef Maxwell la regarda fixement. Puis il prit la parole d'un seul trait, long et clair. Lent, posé, comme s'il pensait chaque mot. « Car les mots peuvent libérer une personne ou la détruire, » dit-il. « J'ai vu comment certains utilisent l'accent, la grammaire et les langues étrangères pour réduire les autres au silence par la honte. J'ai vu des personnes brillantes se rabaisser parce que le monde leur répétait sans cesse qu'elles ne valaient rien. Mais ce soir, tu as refusé de disparaître. Vous n'avez insulté personne. Vous n'avez pas eu recours à des coups bas. Vous vous êtes simplement tenu dans la vérité, avec maîtrise et dignité. Ce genre de mentalité, ce genre de courage, est rare. Ton père a travaillé dur pour que tu deviennes celle que tu es et il mérite de voir sa fille vivre pleinement, et non pas seulement survivre. Il mérite de te voir rayonner de ton talent, et non pas dépérir lentement sous un uniforme. Tu as porté un fardeau trop lourd, trop longtemps. Laisse quelqu'un t'aider à le porter maintenant. » Alice le fixa du regard, pleurant de plus belle. Car pour la première fois en 2 ans, le monde ne lui demandait rien. Il lui donnait. Le chef Maxwell referma le dossier avec douceur. « Si tu es d'accord, dit-il, tu peux commencer demain. »
Les mains d'Alice tremblaient tandis qu'elle s'essuyait de nouveau le visage. Demain. Cela ressemblait à un miracle. Et elle ignorait encore qu'au lever du soleil, sa vie recommencerait. 6 mois plus tard, Alice marchait dans un couloir silencieux et s'arrêta devant une porte. Porte accueillante. Pas de salle bondée. Pas de couloir bruyant rempli de gens qui implorent l'attention des infirmières. Un endroit convenable. Elle poussa doucement la porte. La lumière du matin emplissait la pièce, douce et pure, pénétrant par les larges fenêtres. L'air était frais, sans odeur de médicaments ni de peur. La pièce était calme, d'un silence paisible, différent de celui qui accompagne la souffrance. Les instruments de thérapie étaient soigneusement rangés. Un ballon de thérapie, des haltères légers, un déambulateur, des tapis propres. Tout semblait dédié à la guérison, et non à la gestion des patients jusqu'à l'épuisement. Alice entra lentement, comme si elle craignait encore que l'endroit ne disparaisse si elle se précipitait. Sa mère était déjà là. Madame Nouankuo était assise sur une chaise près du lit, son pagne impeccable, son foulard soigneusement noué. Elle paraissait plus mince qu'avant, mais ses yeux brillaient davantage. Quand elle vit Alice, elle sourit. Un sourire radieux, comme elle ne l'avait pas arboré depuis longtemps. « Ma fille », murmura sa mère, comme si elle savourait chaque mot. Alice lui sourit en retour. « Bonjour maman. » Puis Alice se tourna vers l'homme près de la fenêtre. Son père. Monsieur Nouankuo était assis dans un fauteuil moelleux, le dos plus droit qu'auparavant. Son côté gauche était encore un peu lent, pas encore complètement rétabli, mais il retrouvait la vie. Sa main droite reposait sur une balle de massage, qu'il pressait doucement, comme s'il s'adonnait à un véritable exercice. Il leva les yeux quand Alice entra, et un instant, ses yeux s'emplirent de larmes. Il ouvrit la bouche et l'appela distinctement. Alice. Ni brisée, ni à moitié dite. Claire. Alice eut le souffle coupé. Les lèvres de son père tremblèrent. Des larmes coulaient sur ses joues sans aucune honte. Alice Nouankuo, répéta-t-il, d'une voix plus lente mais plus grave. Ma fille. Alice s'avança rapidement, les yeux brûlants. Elle ne portait plus son uniforme moulant. Pas de nœud papillon. Pas de chemise rigide qui lui serrait les épaules. Elle portait un tailleur anthracite à sa taille, le genre qui ne demande pas le respect. Elle portait bien ses talons. Ils étaient élégants et confortables, pas des contrefaçons qui se fendent à la semelle. Ses cheveux étaient soignés, bien coiffés, comme ceux d'une femme qui a enfin un peu de répit. Elle s'est agenouillée près du fauteuil de son père, comme elle l'avait fait tant de fois à l'hôpital, mais cette fois, ses genoux ont touché le sol propre et son cœur a ressenti quelque chose de différent. Elle lui a pris la main avec précaution. « Je suis là », a-t-elle murmuré. Son père lui serra la main. Sa mère se leva lentement, souriante, les yeux brillants de larmes. Elle toucha doucement l'épaule d'Alice et leva les yeux, comme si elle s'adressait directement à Dieu. « Merci », murmura-t-elle. « Merci pour le cadeau de notre fille. » Ils restèrent assis ainsi un instant, 3 êtres que la vie avait mis à rude épreuve, mais qui n'avaient pas craqué. Puis son père reprit la parole, sa voix toujours un peu lente mais sincère. « Comment va le travail ?» demanda-t-il. Alice laissa échapper un petit rire entre 2 sanglots. « Ça va bien, papa. » Sa mère se rassit et secoua la tête avec un petit sourire. « Qui aurait cru, dit-elle doucement, que toutes ces souffrances nous mèneraient jusqu'à un jour comme celui-ci ?» Alice acquiesça. Elle n'avait pas de grands mots pour l'exprimer, seulement la vérité. « Nous sommes là », a-t-elle dit. « C'est ce qui compte. » Son téléphone vibra dans sa main. Un message. De son assistante. Alice y jeta un coup d'œil et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Conférence confirmée. Nombreux participants inscrits. Le docteur Ezer sera l'invité d'honneur. Son ancienne professeure. Celle-là même qui lui avait dit un jour « Votre travail est rare, authentique, original ». Alice fixa le message un instant, puis regarda de nouveau son père. Celui-ci scrutait son visage, comme s'il pouvait lire la bonne nouvelle dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Alice déglutit. « Papa, dit-elle doucement. Ma première conférence est confirmée. » Les yeux de son père s'écarquillèrent. « Conférence », répéta-t-il, comme si le mot était précieux. Alice acquiesça. « Oui, des gens arrivent. Beaucoup de gens. » La voix de son père tremblait. « Mon Dieu », murmura-t-il, et les larmes coulèrent à nouveau. « Ma fille brillante. » Alice baissa les yeux en souriant, car ces mots résonnaient toujours autant en elle. Parallèlement, en marge de la nouvelle vie d'Alice, une autre histoire se déroulait en silence. Le monde de Cynthia Maduka n'a pas survécu à cette nuit-là. Car au Nigeria,
Les scandales ne sont pas anodins. Le scandale fait des étincelles. Les images de vidéosurveillance n'ont pas circulé parmi tout le monde, ni même à des inconnus. Elles ont atteint les personnes importantes de l'entourage de Cynthia. Le genre de personnes qui souriaient en public mais prenaient des notes en privé. Le genre de personnes qui n'aimaient pas avoir d'ennui avec leur réputation. Les images passaient d'un téléphone à l'autre, d'un salon tranquille à l'autre. Les gens ont vu Cynthia pointer du doigt une travailleuse, exiger l'intervention de la police, se faire passer pour une victime alors que la carte restait dans son sac. Peu à peu, le respect qu'elle inspirait s'est estompé. Les partenariats se sont transformés en « on vous recontacté ». Les invitations ont cessé d'arriver. Ses amis, qui riaient autrefois en sa présence, ont commencé à éviter ses appels. Ceux qui louaient sa confiance en elle la qualifiaient désormais de problème dans son dos. Cynthia essayait de faire comme si cela lui était égal. Mais cela lui importait. Cela lui importait lorsqu'elle commençait à s'asseoir seule dans des endroits où elle avait l'habitude d'arriver en faisant du bruit. Elle s'en est inquiétée quand son nom a cessé de lui ouvrir des portes. Elle s'en est inquiétée en voyant les murmures et les commentaires en ligne qui, sans la nommer, la décrivaient pourtant si parfaitement. Et le coup le plus dur est venu de William. Non pas parce qu'il a crié. William n'a jamais eu besoin de crier. Il est simplement passé à autre chose. Un jour, Cynthia vit des photos de William sortant avec une autre femme, calme et détendue, comme un homme libéré d'un poids. Cette nuit-là, Cynthia pleura à chaudes larmes. Non pas qu'elle regrettât vraiment ses actes, mais parce qu'elle détestait perdre. Parce qu'elle ne pouvait accepter qu'une simple serveuse ait bouleversé sa vie. Et malgré tout, Cynthia n'avait pas changé au fond d'elle. Elle continuait de mépriser les pauvres. Elle pensait toujours que certaines personnes étaient indignes d'elle. Elle ne voulait pas fréquenter Alice. Pas même en penser. Elle se répétait que c'était le manque de respect qui avait ruiné sa vie, et non sa propre méchanceté. Mais la vie n'en démordait pas. Elle continua tout simplement son chemin, sans elle. De retour dans la salle de réadaptation, Alice se leva lentement et s'essuya le visage. Son père lui serra de nouveau la main, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Alice lui sourit. Elle regarda sa mère. Puis elle regarda par la fenêtre la lumière du matin. Elle se souvint de la salle à manger. Les chaussures éraflées. L'uniforme serré. La façon dont les gens l'appelaient « toi, là-bas ». Elle se sentait autrefois comme l'air. Et elle murmura la vérité, comme pour la graver dans son cœur. « J'étais invisible, autrefois », dit Alice. « Mais plus maintenant.